Tiens. Vous présentez Karim Boudjema, n'est-ce pas? Bien, un petit sujet aussi, mais pour quelques questions. Monsieur le Président, Daniel, merci de m'avoir invité, fait l'honneur de participer à cette séance. Mesdames, messieurs, mes chers collègues, donc le sujet dont j'ai à vous parler et que j'ai le plaisir à vous exposer aujourd'hui est celui de l'indication de transplantation hépatique pour maladie héréditaire du métabolisme. Après y avoir bien réfléchi, c'est comme ça qu'il faut dire. Vous entendrez parler de maladies métaboliques. Aujourd'hui, ça prête à confusion avec les syndromes dysmétaboliques. Il faut évoquer donc les maladies héréditaires du métabolisme à chaque fois que l'on veut parler de ces affections dont l'origine est une mutation sur un ou plusieurs gènes qui codent pour une enzyme. Le résultat de cette mutation et donc de la synthèse anormale de cette enzyme s'exprime de trois manières. Soit l'absence de synthèse d'un métabolite, qui est essentiel à la vie ou à une grande fonction vitale, soit le défaut de catabolisme d'un métabolite, qui par son accumulation menace le pronostic vital, soit enfin la synthèse anormale, bien sûr, d'un métabolite anormal, qui par son accumulation ou son effet toxique direct menace le pronostic vital. Alors, ce n'est pas une infection rare du tout. Il y a environ 500 maladies héréditaires métaboliques identifiées et il y en a théoriquement 4 à 6 000 possibles. Vous voyez qu'on est loin du compte. Elles sont presque toujours pédiatriques, mais elles sont aussi parfois exprimées à l'âge adulte et souvent accessibles à des traitements médicaux. Heureusement, il ne faut pas les transplanter toutes. Traitements médicaux par induction ou substitution, quand on a la chance d'avoir pu synthétiser la molécule qui manque et l'administrer, c'est parfait. Sinon, à l'aide de substances comme le phénobarbital, on est capable, par exemple, de stimuler la synthèse de cette substance. Alors, ce qu'il y a de très particulier, c'est que, vous me direz, mais et la transplantation dans tout ça? Eh bien, c'est que souvent, dans ces maladies héréditaires métaboliques, le foie est soit coupable de l'affection héréditaire, soit victime, soit les deux. Donc on se trouve dans des situations extrêmement variées dont je voudrais aujourd'hui vous donner quelques exemples représentatifs. Il est en effet hors de question que je m'exprime sur la totalité des indications qui ont pu faire l'objet d'une transplantation hépatique, mais je crois qu'il est nécessaire de les classer un peu. Alors il y a des mutations dont les conséquences détruisent le foie. Le foie peut être évidemment coupable, ici, donc j'ai mis origine du défaut intrahépatique, il y a tout un tas d'affections, et je prendrai quelques exemples tout à l'heure. Et puis, le foie détruit peut être aussi victime, c'est-à-dire que le déficit enzymatique, il est extrahépatique ou extra- et intrahépatique, c'est-à-dire ubiquitaire, et va s'exprimer donc en particulier au niveau du parenchyme hépatique, induire une fibrose puis une cirrhose avec les risques que l'on connaît à cette maladie. Deuxième possibilité, le foie est intact. Alors là, la transplantation hépatique est a priori plus discutable, sauf qu'en changeant le foie, en réalisant une transplantation hépatique, on apporte, on corrige le déficit enzymatique et donc la maladie métabolique, et l'on évite les conséquences extra-hépatiques de ce déficit enzymatique. Ces conséquences qui peuvent être multiples, s'exprimer soit au niveau du rein, comme dans l'hyperoxalurie primitive de type 1, au niveau du cœur, comme dans les hypercholestérolémies familiales, déficit en HDL récepteur, comme au niveau du cerveau, dans la maladie de Crigler-Najjar avec le risque d'ictère nucléaire, ou encore au niveau du muscle, lorsque le foie, architecturalement normal, synthétise une albumine, une préalbumine anormale qui va s'accumuler au niveau des gaines de Schwann et entraîner une polyneuropathie qui confine à l'état grabataire et au décès. Les indications de transplantation hépatique dans ces maladies héréditaires congénitales ont des logiques différentes, vous l'avez donc bien compris. Soit il y a une atteinte structurelle du foie, comme un cancer, une cirrhose, une insuffisance hépatique, et la transplantation hépatique a pour but de traiter la maladie hépatique, et secondairement, accessoirement, je dirais presque, de traiter complètement ou partiellement le déficit enzymatique lorsqu'il est d'origine hépatique, bien évidemment. Et puis, la deuxième
idée de la transplantation hépatique dans le traitement des maladies héréditaires métaboliques, c'est de corriger le déficit enzymatique. Donc, avec secondairement l'idée de traiter ou prévenir la conséquence extra-hépatique du déficit hépatique, et enfin prévenir la récidive de la maladie sur un greffon combiné éventuellement. Je vais en reparler. Alors, avant d'entrer dans le détail de ces différents cas de figure, laissez-moi vous dire tout de suite qu'il s'agit d'indications de transplantation très rares. J'ai repris ici les données du registre européen de transplantation hépatique rapporté par René Adam dans un J-Hépatol de 2012, donc c'est de la littérature récente, et qui montre quoi? Eh bien, qui montre que les indications de transplantation hépatique pour maladies héréditaires du métabolisme sont rares. Vous voyez qu'ici, le registre en compte 4856, c'est-à-dire 6% seulement des indications de transplantation hépatique, et qu'elles se répartissent de la manière suivante, avec principalement des indications de transplantation pour amyloïdose familiale, pour maladie de Wilson, pour déficit en alpha-antitrypsine et enfin pour hémochromatose. Ces 4 ou 5 indications représentant à elles seules 64% des indications de transplantation hépatique pour maladie héréditaire du métabolisme. Et pour m'affranchir tout de suite d'une donnée qui sûrement vous interroge, voilà. Les résultats de la transplantation hépatique sont très bons, d'une manière générale, dans ces indications. Je n'y reviendrai pas. Les résultats sont excellents. Les résultats sont excellents avec des survies à 10 ans, toujours dans le registre de l'ELTR, qui sont situés entre 50 et 80%, mais vous voyez que les taux de survie qui sont proches de 50% ici sont assez rares. Et puis, si l'on compte que la transplantation a l'ère la plus moderne de cette activité, mais vous voyez que les survies sont situées entre toujours 50 et 80%, mais la majorité des survies, des pourcentages, sont situés entre 70 et 80% à 5 ans. Cela représente donc d'excellents résultats pour des maladies potentiellement mortelles. Alors, pour animer ce débat très théorique, voilà, je vais prendre quelques exemples. Le déficit enzymatique associé à une hépatopathie chronique. L'indication de la transplantation hépatique est assez logique. Il s'agit de changer le foie qui est malade. C'est une indication conventionnelle. Et je me suis permis de prendre pour exemple l'hémochromatose génétique, ce qui paraît assez normal quand on vient de Rennes de parler de cette maladie dont je suis persuadé que la plupart d'entre vous ne savaient pas qu'elle comptait au rang des maladies héréditaires métaboliques. En effet, les progrès dans ce domaine sont très récents et je voudrais vous faire toucher du doigt la réalité de cette affection. C'est une maladie héréditaire autosomique récessive. C'est la plus fréquente en France des maladies héréditaires métaboliques. Rendez-vous compte, elle touche une personne sur 5 ou 600 environ en France. Tout à fait important. Elle est caractérisée par une mutation du gène HFE sur le bras court du chromosome 6. Elle se manifeste par un défaut de régulation de la sécrétion d'hepsidine, je vais y revenir tout de suite, et se traduit par une surcharge en fer qui est diffuse, qui va toucher d'abord le foie, bien évidemment, mais aussi d'autres organes, le pancréas, le cœur en particulier. Alors, la surcharge hépatique en fer est à l'origine de la production anormalement élevée de radicaux toxiques de l'oxygène, en particulier d'anions superoxydes, qui explique la destruction du parenchyme hépatique, la fibrose, la cirrhose, et lorsque la cirrhose existe, eh bien, elle évolue soit vers l'insuffisance hépatocellulaire, soit vers le carcinome hépatocellulaire, et représente alors une bonne indication de transplantation hépatique. L'hémochromatose de type 1, celle dont il s'agit ici, est caractérisée par des taux anormalement élevés de fer dans l'organisme, avec des stocks très importants traduits par un taux élevé de ferritine. Alors, ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que la mutation du gène HFE entraîne une modification de cette protéine qui fait partie d'un énorme récepteur ici, très sensible au taux sanguin de fer, est capable de réguler par rétrocontrôle les taux sanguins de fer à travers la sécrétion d'une molécule récemment découverte qu'on appelle l'hepsidine. Cette hepsidine s'associe à d'autres protéines membranaires, en particulier les ferroportines, pour faire entrer ou sortir depuis la cellule dans le sang le fer sous forme ionisée, bien évidemment, les deux cellules en question étant les macrophages et les entérocytes. Évidemment, la transplantation hépatique existe depuis plus de temps
depuis plus de temps que l'on sait exactement le mécanisme de cette maladie. Et nous avons voulu, à Rennes, de manière rétrospective, vérifier si le modèle in vivo que représente la transplantation hépatique était capable de corriger l'hémochromatose génétique de type 1, et en particulier les taux d'hepcidine. C'est ce qui a été récemment montré et publié par Édouard Bardou-Jacquet. Donc nous avons repris une série, ici, 99-2008, de transplantations hépatiques, qui étaient toutes typées HFE mutées, donc ça on savait le faire depuis de nombreuses années. Nous avons recueilli les données rétrospectives, et heureusement, tous les malades transplantés ont un petit tube de sang qui est prélevé avant la transplantation hépatique et gardé au congélateur, et nous avons pu donc de cette manière et de façon rétrospective vérifier la véracité ou non de la théorie qui avait été montrée chez l'animal. Donc, 736 greffés du foie pour cirrhose, 18 hémochromatoses de type 1, un âge médian de 48 ans, une durée de suivi avant un âge médian au diagnostic de 48 ans, un âge médian à la transplantation de 56 ans, je parle du diagnostic de l'hémochromatose génétique, et un délai médian entre le diagnostic et la transplantation hépatique de 9 ans. Aucun de ces malades n'avait été saigné avant la transplantation hépatique, c'est une notion importante. L'indication de transplantation hépatique était portée pour un carcinome hépatocellulaire 16 fois et pour une insuffisance hépatocellulaire 2 fois. Il n'y avait pas de traitement, je vous l'ai dit, et le suivi médian après la transplantation hépatique était de 5 ans. Et voici ce que nous avons retrouvé. D'abord, la normalisation des stocks en fer exprimée par la normalisation très rapide des taux de ferritine avant la transplantation hépatique, après la transplantation hépatique, et la différence est largement significative. Une normalisation de la saturation de la transférine ici avant la transplantation et ici après la transplantation. Et puis, au miracle, donc, une normalisation des taux sanguins de l'hepcidine, cette fameuse petite molécule qui est à l'origine de la régulation du métabolisme du fer. Ici, avant la transplantation, pas d'hepcidine, après la transplantation de l'hepcidine. Et finalement, un taux de survie chez ces malades, très greffés pour hémochromatose, superposable à celui des autres malades greffés pour une cirrhose non hémochromatosique, d'où la conclusion que l'on peut affirmer aujourd'hui haut et fort que la transplantation hépatique est un modèle in vivo qui vient confirmer des données expérimentales, qui normalise la sécrétion d'hepcidine, qui guérit l'expression phénotypique de l'hémochromatose HFE, qui évite la récidive de la surcharge en fer, et enfin, ceci sans aucun traitement spécifique. Deuxième chapitre, le foie est intact. Le foie est intact, et là, il y a plusieurs situations. L'altération irréversible d'une fonction extrahépatique non remplaçable, associée au déficit enzymatique, donc d'origine hépatique. Le plus bel exemple, c'est celui de l'amyloïdose familiale. C'est une maladie héréditaire autosomique dominante qui est caractérisée par la synthèse d'une préalbumine transthyrétine anormale, le remplacement d'une valine en position 30 par de la méthionine, accumulation dans les gaines nerveuses de cette substance amyloïdosique qui entraîne une polyradiculonévrite, ou plutôt une polynévrite, confine à l'impotence, puis à l'état grabataire et enfin au décès chez des adultes jeunes. Exceptionnellement, il y a une dysfonction cardiaque et rénale associée, donc dans 1% des cas seulement. Alors la transplantation hépatique, l'idée de la greffe de foie, c'est de restaurer une synthèse de transthyrétine normale. Cette préalbumine est exclusivement synthétisée par le foie, enfin presque à 90% synthétisée par le foie, un petit peu dans la peau, dans la graisse plus exactement. Récupération, malheureusement, après transplantation hépatique lente et incomplète du déficit neurologique. Et il a été parfois nécessaire de faire des doubles greffes, foie-cœur, foie-rein, dans cette indication. Aujourd'hui, ce que l'on sait de l'indication de la transplantation hépatique dans cette maladie, c'est qu'il faut greffer les malades très tôt, avant que ne surviennent les troubles, l'impotence fonctionnelle qui est difficilement réversible. Il faut donc se dépêcher. Voici les résultats les plus récents que j'ai pu retrouver dans la littérature. Il s'agit de l'expérience du registre mondial des amyloïdoses familiales, avec les greffes tardives au début de l'activité de transplantation hépatique dans cette indication et des survies relativement mauvaises. On est quand même à 70% de survie
à 5 ans, ce qui est tout à fait remarquable pour une maladie mortelle, rapidement. Mais quand on greffe précocement, vous voyez, tout se situe ici, très haut, entre 80 et 90% de survie à 5 ans. Il n'y a pas de raison que cela ne continue pas après. Alors la question qui vient à l'esprit tout de suite dans cette indication, c'est comme on a retiré un foie normal et qu'on a greffé un greffon, qu'est-ce qu'on fait du foie normal? Est-ce que par hasard, il ne pourrait pas resservir? Eh bien si, c'est le concept de ce que l'on appelle la greffe domino. Le foie du premier donneur est greffé à notre malade, atteint d'une amyloïdose familiale, et son foie à lui, à ce malade, est greffé à un deuxième receveur. Donc on fait avec un greffon cadavérique 2 transplantations hépatiques. Alors me direz-vous tout de suite, oui, mais ce foie ici, chez le deuxième receveur, il sécrète de la transthyrétine anormale, de la préalbumine anormale. Eh bien oui, c'est vrai, mais ça prend beaucoup de temps pour que ça se mette dans les gaines. On le réserve donc plutôt à des malades en bout d'âge et pour des indications un petit peu limites, comme des carcinomes hépatocellulaires qui sont un petit peu hors des critères de Milan. Et enfin, à 10%, la transthyrétine est sécrétée par le tissu graisseux sous-cutané, et donc il y a une sécrétion de préalbumine normale chez ces malades. Lorsque le foie est intact et qu'il sécrète une enzyme, ou en tout cas qu'il est atteint d'un déficit de sécrétion enzymatique avec les conséquences que l'on sait, il peut être associé à une altération irréversible d'une fonction extrahépatique remplaçable cette fois. Alors l'exemple le plus beau de cette maladie, c'est l'hyperoxalurie primitive de type 1. Une maladie héréditaire autosomique et récessive qui est caractérisée par le déficit complet en alanine glyoxylate aminotransférase. C'est une enzyme qui transforme l'alanine, en un catabolite soluble, et malheureusement, lorsque cette enzyme ne fonctionne pas, c'est du glycolate qui s'accumule et de l'acide oxalique. Les deux se lient au calcium, précipitent essentiellement dans le foie et entraînent une néphrocalcinose. C'est une des causes les plus fréquentes d'insuffisance rénale chronique terminale chez l'adulte jeune. Ces malades ne sont pas candidats d'emblée à une transplantation hépatique. Leur fonction hépatique est normale, la structure de leur foie est normale. Par contre, il se peut, et c'est fréquent, qu'ils soient candidats à une transplantation rénale. Et quand vient l'heure de l'indication de la transplantation rénale, la question se pose évidemment de la logique de transplanter éventuellement un foie en même temps que le rein. La logique est double dans ce cas. D'abord, elle corrige le déficit enzymatique et donc évite la récidive de la maladie sur le greffon, ce que l'on observait fréquemment. Et puis l'autre logique, c'est que le foie a un effet protecteur immunologique sur le greffon rénal, ce qui permet d'alléger l'immunosuppression. Alors quand on sait qu'il faut faire des doubles greffes foie-rein, est-ce qu'il faut faire le rein seul? Est-ce qu'il faut faire rein plus foie d'emblée? Si on fait rein plus foie d'emblée, est-ce qu'il faut faire rein puis foie ou foie puis rein? Tout ceci sont des questions qui ne sont pas encore complètement résolues. On a des réponses partielles. Une étude multicentrique française que nous avons conduite à Rennes en interrogeant tous les centres qui transplantaient des foie-reins dans cette maladie et qui va montrer plusieurs choses. Qui va montrer d'abord que les deux populations étant égales par ailleurs, il vaut mieux transplanter le foie et le rein que le rein tout seul dans cette infection. J'en veux pour preuve ce tableau et cette figure. Regardez la survie des greffons rénaux lorsqu'ils sont greffés tout seuls dans cette maladie, comparé à la survie des greffons rénaux lorsqu'ils sont greffés associés à un foie. On corrige le déficit enzymatique et on évite la récidive de la maladie initiale sur le greffon. Qui plus est, lorsque la transplantation rénale est réalisée toute seule, le taux de retransplantation est très élevé à côté de ce qui se passe en double transplantation foie et rein. Dernier petit exemple qui va me permettre d'ouvrir deux autres portes, c'est celui de la maladie de Crigler-Najjar. Alors là, c'est un petit peu différent parce que le déficit enzymatique d'origine hépatique, avec un foie toujours parfaitement sain, structurellement, macroscopiquement, fonctionnellement, ne sécrète plus de glycuronyltransférase, donc la bilirubine n'est plus conjuguée, mais cette bilirubine non conjuguée s'accumule et menace la fonction cérébrale. Donc il y a un risque de mort par atteinte cérébrale. Et si l'on arrivait à resolubiliser la bilirubine en la glycuroconjuguant, nous pourrions réduire le taux de bilirubine sanguine et protéger ainsi le cerveau. Alors,
L'indication de transplantation hépatique paraît logique parce qu'elle restaure une synthèse enzymatique normale. Malheureusement, cette transplantation hépatique induit d'autres risques qui sont à peser sérieusement, en tout cas beaucoup plus que lorsqu'il y a une double indication de greffe, voire comme tout à l'heure. Un risque chirurgical, un risque lié à l'immunosuppression, enfin un risque lié à la tolérance. Il est, même aujourd'hui, des greffons qui sont le siège de rejets chroniques et qui finissent par les détruire complètement. C'est pour ça, c'est à cause de ce risque qu'il a été inventé, ou en tout cas imaginé, deux autres concepts. Un concept, celui de la greffe auxiliaire dans cette maladie. Donc il s'agit là d'ajouter un foie supplémentaire qui amène la glycuronyltransférase et permet donc de réduire le taux de bilirubine. Et il y a quelques expériences dans la littérature qui sont rapportées. Elles sont déjà anciennes et malheureusement, je crois, trop limitées d'une part et avec des survies trop courtes pour que l'on puisse parler du succès de ce type de greffe dans le traitement du syndrome de Crigler-Najjar. Et puis, il y a une autre possibilité qui se développe aujourd'hui, qui reste encore au stade expérimental, c'est celui de la greffe d'hépatocytes plutôt que de greffer tout un foie. Pourquoi ne pas injecter des hépatocytes issus d'un foie normal pour essayer de corriger ce taux de bilirubine? Ça a été fait de manière anecdotique dans certains cas, dans certaines situations cliniques, et la correction a à chaque fois été malheureusement très temporaire, comme ici où vous avez les taux de bilirubine qui, dans cette première observation, baissent après la greffe d'hépatocytes avant de remonter une fois que les hépatocytes sont rejetés, ou dans cette observation, on voit très bien la baisse du taux de bilirubine après la greffe d'hépatocytes, puis la remontée lorsque malheureusement survient le rejet cellulaire. Pour finir, je voudrais dire que jusqu'à présent, tout paraît très logique. Il manque une enzyme, cette enzyme arrive à la destruction du foie, on remplace le foie. Il manque une enzyme d'origine hépatique, on enlève le foie, on le remplace, le foie se met à sécréter. Tout n'est pas si simple. Tout n'est pas si simple et il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans le domaine de la transplantation hépatique. Et je voudrais, pour vous faire toucher du doigt ce fait, vous parler des cas singuliers que sont l'indication de transplantation hépatique pour glycogénose de type 4 et pour maladie de Gaucher. Alors très rapidement, la maladie de Gaucher, vous le savez, c'est une maladie héréditaire autosomique récessive. Elle porte sur un gène qui code pour cocérébrosidase. Accumulation donc de cette substance dans les macrophages. Les macrophages se nichent essentiellement dans le foie, donc infiltration hépatique, et aussi dans la rate, infiltration de la rate, également dans les ganglions, infiltration ganglionnaire diffuse par cette substance, la glucocérébroside, induisant donc une fibrose hépatique, une cirrhose, un Budd-Chiari, des lithiases, un carcinome hépatocellulaire. On comprend donc qu'il y ait indication de transplantation hépatique à ce stade. Oui, je finis. La glycogénose de type 4, maladie héréditaire autosomique récessive, qui conduit finalement à l'accumulation de polysaccharides dans le foie, une surcharge hépatique, elle-même à l'origine donc d'une insuffisance hépatique et justifiant la transplantation hépatique. C'est dans ces indications-là qu'a été réalisée la greffe parce qu'il y avait insuffisance hépatique ou transformation en cirrhose. Dans cette observation, et j'ai fini, je voudrais simplement montrer ceci. C'est qu'on s'est rendu compte qu'une fois le foie changé, eh bien, nous avions aussi une correction de ce qui se passe au niveau des ganglions et au niveau des muscles dans la glycogénose, ainsi que au niveau, dans la glycogénose, muscle cardiaque glycogénose et ganglions dans la maladie de Gaucher. Ce qui a mis en évidence un phénomène tout à fait extraordinaire, celui du microchimérisme, c'est-à-dire que la transplantation hépatique n'agit pas dans ces maladies en corrigeant l'anomalie enzymatique. Ce sont les cellules immunocompétentes du greffon transportées chez le receveur et mêlées au système immunitaire du receveur qui vont aller comme ça se balader dans les différents organes et créer des micro-environnements dans lesquels elles corrigent les troubles métaboliques. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. En conclusion, des indications très rares, un concept tout à fait séduisant, vous avez compris, une transplantation simple quand il n'y a pas de cirrhose, de très bons résultats, mais le problème reste malheureusement celui de l'attente et de la priorisation de ces candidats sur les listes. Merci.
Merci Karim pour cet exposé extrêmement construit et très didactique. Je crois qu'on doit avancer, donc il n'y aura pas de commentaires. Mais une question brûlante ou plusieurs questions brûlantes. C'est le président qui a décidé qu'il n'y avait pas de commentaires. Oui. Merci infiniment pour ce splendide, très très intéressant exposé et particulièrement passionnant pour les chirurgiens pédiatriques, car vous avez bien parlé d'une transplantation hépatique précoce, mais en restant dans le vague sur ce précoce. Or, évidemment, ces maladies métaboliques ont des dépistages et des diagnostics, eux également précoces, à l'âge de l'enfant. Donc, quelle est votre expérience, soit personnelle, soit dans la littérature, à propos de la transplantation pédiatrique pour certaines de ces maladies métaboliques? N'ayant pratiqué la transplantation hépatique pédiatrique que très peu, je n'ai pas d'expérience personnelle dans cette indication particulière. Peut-être dans l'hyperoxalurie primitive de type 1, où il ne s'agit pas de tout petits, mais d'adultes jeunes qui bénéficient de ces greffes. L'indication de greffe de foie est essentiellement guidée par celle de la transplantation rénale, ce qui facilite un petit peu le débat. Pour ce qui concerne l'analyse de la littérature, je crois qu'il y a à votre droite un grand spécialiste de la chirurgie hépatique pédiatrique, en particulier de la transplantation. C'est notre collègue de Varsovie, hein. Oui, et qui peut peut-être... Non? Pardon, vous pouvez... cette question, encore une fois? Non, c'était pas une question, c'était juste une manière de relancer le débat nous avons de manière agile, mais je crois que c'est bien que vous n'ayez pas compris, parce que le président et le... D'accord, très bien. Oui, elle est passionnante, mais alors... Là, je vais être malheureusement très loquace. Non, je vais le dire très vite. C'est passionnant, le concept est formidable. Malheureusement, il y a une compétition qui s'établit très vite entre le foie normal natif et le foie normal greffé. Et on arrive très rapidement à une compétition de flux qui va en faveur du foie normal natif, parce qu'il y a toujours un peu de fibrose dans le foie anormal greffé, et déviation du flux et perte de la fonction du greffon. Donc ce sont des greffes qui marchent un certain temps, mais pas définitivement malheureusement. Mais il y a beaucoup de choses à trouver sur le sujet.